Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. C'est une technique spécialisée dans la prise en charge des AVC hémorragiques avec inondation ventriculaire. Si pour l'AVC ischémique, on parle de l'obstruction d'une artère, l'AVC hémorragique est caractérisé par l'écoulement du sang dans le cerveau suite à l'éclatement d'un vaisseau qui crée un hématome. Pour évacuer cet hématome, les neurochirurgiens utilisent des techniques spécialisées, notamment les dérivations ventriculaires. En quoi consiste-t-elle exactement et quels sont les bénéfices liés à ce traitement? On en parle tout de suite dans ce check-up. Sous diverses formes qu'il peut se présenter, l'accident arrive vite et brutalement. Il peut s'agir d'un blocage des artères ou d'un saignement au niveau de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Peu importe, l'accident vasculaire cérébral représente un danger et chaque année, il attaque plus de 15 millions d'individus. L'AVC, accident vasculaire cérébral, est une maladie cardiovasculaire les plus mortelles aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un déficit neurologique dû à une interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau. Cette interruption du flux sanguin au niveau cérébral va entraîner une souffrance et puis une destruction des cellules cérébrales. Et en fonction de la localisation de la lésion, on aura une symptomatologie qui est vraiment diverse, qui peut se présenter sous forme de difficulté à parler, à articuler, ou carrément être dans l'impossibilité de parler ou de comprendre. Ça peut se manifester également par une paralysie du côté gauche ou du côté droit. Ça peut se manifester par une confusion mentale, voire même un coma et un décès. Longtemps rattachés aux plus de 64 ans, les AVC touchent de nos jours des personnes moins âgées. Plusieurs facteurs peuvent occasionner ce problème majeur de santé publique, encore les spécialistes qui insistent notamment sur l'hypertension artérielle. Causée par une sorte de caillot développé localement ou provenant du dehors du cerveau, l'AVC ischémique est le type le plus répandu avec près de 85% de taux de prévalence. Une problématique dont la cause et surtout la prise en charge sont diamétralement opposées selon l'avis du commun des mortels. Il est déplorable de voir les parents mourir des AVC et des paralysies juste faute de moyens de scolariser leurs enfants, dit cet homme. Planifier, quand bien même avec le peu que nous avons, nous savons déjà nous y prendre pour la rentrée de nos enfants en tout cas. Mettre de côté, épargner un peu, petit à petit, manger un peu épargné. Quand on a une situation difficile, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de nous venir au secours. Donc il faut se remettre à Dieu. C'est une façon aussi d'éviter les maladies comme les AVC et tout ça. À noter cependant que de 15 millions de victimes de AVC répertoriées par an à travers le monde, 5 millions en meurent, 5 millions demeurent handicapés et 5 autres millions recouvrent leur santé le plus souvent grâce à une prise en charge précoce. D'où la nécessité de reconnaître les signaux d'alarme et de promouvoir une ligne de conduite préventive. Outre le sport et l'alimentation équilibrée, certains spécialistes martèlent entre autres sur la nécessité de prélever et de faire prélever régulièrement sa tension artérielle. Un geste simple mais très capital dans la prévention des AVC. Car bien qu'il soit réel et permanent, l'AVC peut tout de même être évité grâce à des moyens accessibles pour tous. Je reçois sur ce plateau de Check-up le neurochirurgien Trésor Ngamassata. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci, madame. Docteur, encore une fois de plus, vous venez sur ce plateau pour parler de votre expertise dans la prise en charge de maladies neurochirurgicales. Aujourd'hui, nous allons justement parler des dérivations ventriculaires, une innovation dans la prise en charge des AVC hémorragiques, je précise. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi s'agit-il exactement ?
Merci beaucoup pour l'invitation. On va parler de dérivation ventriculaire, notamment dans les cas d'AVC, surtout lors d'inondations ventriculaires, où le neurochirurgien est appelé à mettre un drain dans le cerveau, au niveau des poches de cerveau qu'on appelle des ventricules, pour pouvoir diminuer l'hypertension intracrânienne. Alors, depuis très longtemps, l'équipe neurochirurgicale plaçait un petit drain de dérivation qui était de 1,5 mm de diamètre interne. Et on a remarqué que ça s'est bouché et ça créait beaucoup d'infections et par conséquent beaucoup de décès. Alors l'innovation, c'est un nouveau drain qu'on appelle le Kubala, qui a un diamètre interne de 2,3 mm, qui a une particularité de ne pas boucher et de baisser rapidement l'hypertension intracrânienne et par conséquent de diminuer le taux de mortalité dans les cas d'AVC. Et en d'autres termes, pour éviter aussi des infections, il y a des Kubala qui ont des antibiotiques pour mieux prendre en charge ces patients en vue d'éviter les infections. Docteur, à vous entendre, vous expliquez au fait des termes un peu trop techniques, vous parlez de Kubala, vous parlez des drains. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu clairement dans quel contexte cela est utilisé exactement et quand est-ce qu'on fait appel à un neurochirurgien pour pouvoir réduire justement le taux de mortalité lié aux AVC? Alors, j'aimerais rappeler au public et présenter d'abord mes excuses. La neurochirurgie, c'est une discipline pointueuse qui a beaucoup de termes techniques, mais je vais faire un effort de pouvoir parler dans des termes un peu plus simples. En fait, l'AVC hémorragique, je vais répondre à cette question en commençant par la définir. Il faut que les gens comprennent c'est quoi un AVC. C'est cet éclatement des vaisseaux au niveau du cerveau. C'est-à-dire le cerveau est composé, est dans une boîte crânienne qui est inextensive. Ça veut dire qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas diminuer ni agrandir. Et à l'intérieur, on a le cerveau qui est composé quasiment de 3 parties. Il y a le parenchyme, il y a le sang qui circule et il y a des poches à l'intérieur qu'on appelle des ventricules. Alors, quand il y a éclatement de ces vaisseaux, quand il y a éclatement, c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Par contre, quand il y a obstruction, on dit l'AVC ischémique. Dans ces éruptions de sang au niveau du cerveau, qui va évidemment entraîner un troisième secteur, qui va donner une hypertension intracrânienne et va conduire à une ischémie cérébrale, c'est-à-dire un défaut d'irrigation du cerveau, et à des engagements, c'est-à-dire le cerveau va entrer dans des espaces qu'il y a dans le crâne et entraîner le décès. Alors, l'innovation, quand il y a cet éclatement, il y a le sang qui entre dans les poches, et ces poches s'empêchent le fonctionnement normal du cerveau humain. Et on vient maintenant mettre ce drain, c'est un tuyau, c'est une forme de tuyau, on va le montrer dans les images, c'est une forme de tuyau qu'on met dans ses poches pour sortir le sang. Un canal, moi je dirais. Parfaitement, un canal qui fait sortir, c'est un peu comme des tuyaux d'irrigation, qui fait sortir ce sang qui devait tuer le patient, de sortir vers l'extérieur, envie de détendre le cerveau et que cette personne puisse vivre. Et à ce moment-là, le patient ou le malade, il est dans quel état? Il est dans le coma ou il est conscient? Alors, il est à noter que l'AVC hémorragique, c'est un AVC qui est très mortel. Aujourd'hui, on a environ à 50% de décès dans des pays industrialisés. Donc, c'est généralement les patients, quand ils font cet éclatement, ils viennent dans des états de coma. Et leur prise en charge, leur survie dépend d'une prise en charge rapide et urgente. Sous d'autres cieux, on dit qu'il y a urgence AVC, on bip tout le monde attend le patient aux urgences et on déplace les patients par hélicoptère. Mais j'espère que ça viendra dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent ici chez nous. Alors, si vous dites que ça viendra dans les jours à venir, doit-on dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens continuent à mourir des AVC hémorragiques malgré les innovations que vous apportez? Les innovations, on les a apportées, ça fait quelques temps, mais évidemment, les gens meurent énormément d'AVC. C'est un sérieux problème de santé publique où l'État devait avoir un regard particulier pour mieux prendre en charge, pour encourager le neurochirurgien ainsi que d'autres disciplines pour mieux prendre en charge ces patients. Docteur, vous aviez parlé de comment cela peut être important dans la prise en charge des AVC hémorragiques, mais ma question est celle de savoir, lorsqu'un patient arrive avec un AVC hémorragique, combien de temps au fait faudrait-il prendre pour le prendre correctement en charge afin de pouvoir le sauver? Dans les pays industrialisés, on le prend en charge dans des 6 heures. 6 à 24 heures, il faut agir vite. C'est-à-dire faire un bilan, d'abord identifier cet AVC par des signes évidemment évocateurs,
faire des bilans paracliniques, notamment le scanner ou au besoin une IRM, et avoir cette équipe multidisciplinaire qui est faite des neurologues, de cardiologues, des neurochirurgiens, des kinésithérapeutes et évidemment des urgentistes pour mieux prendre en charge ces patients. On parle de l'obstruction de l'artère pour l'AVC ischémique, vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi on conseille aux gens de bien surveiller leur pression artérielle pour ne pas tomber justement dans ce problème d'AVC. Docteur, est-ce que c'est aussi le cas pour l'AVC hémorragique? Affirmatif, parce que l'AVC hémorragique, parmi les premières causes de cet AVC, c'est l'élévation de la tension artérielle. Donc l'hypertension artérielle est très très néfaste et parmi les causes principales, d'une manière générale, c'est environ 60 à 80% des cas des patients, c'est l'hypertension qui leur donne cet AVC. Parce qu'il y a une élévation de la pression artérielle qui va entraîner un éclatement des gros vaisseaux et va entraîner un saignement. Mais comment cela se manifeste exactement? Alors, pour le grand public, j'aimerais être un peu plus simple, terre à terre. Quand vous avez des douleurs au niveau de la tête, qu'on appelle des céphalées à répétition, qui ne finissent pas avec des traitements, quand vous avez un patient, un ami à vous avec qui vous parlez, qui perd la parole ou qui n'arrive plus à parler convenablement, qui n'arrive plus à sourire correctement, qui vous dit qu'il a une lourdeur au niveau du bras et de la jambe droite ou gauche, qu'on appelle hémicorporel gauche ou droite, là, ce sont des signes qui peuvent évoquer un AVC. Il ne faut pas négliger ces genres de choses et il faut emmener généralement les patients à l'hôpital. Il faut emmener le patient à l'hôpital. Docteur Ngamassata, revenons justement à cette innovation que vous appelez dérivation ventriculaire. Docteur, est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe? Vous avez un cas devant vous et vous dites que cette personne, on vous dit que cette personne a eu à faire une crise ou est attaquée par un AVC hémorragique. Comment ça se passe le traitement avec cette innovation que vous apportez? Notre innovation, c'est le Kubala, qui est ce drain qui ne bouge pas, qui ne coagule pas, qui draine évidemment ce sang qui est coagulé au niveau des poches dans le cerveau. Alors comment ça se passe? Un patient qui vient avec les signes précités ou qui est en coma chez qui on suspecte un AVC, on fait un scanner, on trouve qu'il y a un hématome intracérébral avec, comme on a dit, inondation ventriculaire, donc le sang qui empêche que cette eau qui est dans notre cerveau, qui nettoie le cerveau, qui protège le cerveau, joue un rôle d'amortisseur, de circuler correctement. On prend en charge ces patients. Si on pose une indication chirurgicale, on dit qu'il faut mettre une dérivation ventriculaire externe. Donc on le pose pour pouvoir soulager le cerveau. Et au cas par cas, on peut voir si le saignement est profond. Là, on met un traitement médical avec cette dérivation. Si l'hématome est superficiel et qu'on peut l'aborder, à ce moment, on peut faire deux gestes combinés. Donc on met la dérivation externe avec ce Kubala et ensuite on aborde l'hématome pour évacuer. Et je pense qu'en image, on va montrer aux patients des scanners qu'on a réalisés en préopératoire et en post-opératoire pour mieux illustrer ces conditions de détection. Vous évacuez l'hématome et ça prend combien de temps? Alors, c'est une chirurgie qui, à l'époque, prenait beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas le matériel adéquat. Aujourd'hui, nous avons ramené des moteurs et du matériel un peu plus sophistiqué utilisé en Europe. Donc, c'est une chirurgie, pour être un peu plus humble, qui prend 45 minutes environ. Et après le 45 minutes, est-ce qu'on doit dire que la personne est sauvée? Alors, comme je l'ai dit, la mortalité des AVC est de 50%. L'AVC hémorragique constitue la première cause d'handicap dans le monde et constitue la deuxième cause de démence dans le monde et il constitue la troisième cause de mortalité dans le monde. Donc, nous rappelons, ce geste, c'est salvateur parce que si on ne fait rien, le patient va mourir. Mais ça ne veut pas dire, pour être honnête, que tous ces patients qui bénéficient de traitements, quoi qu'il en soit, même dans les pays les plus industrialisés, on les sauve. Mais comme on dit, tant qu'il y a la vie, on ne s'arrête pas et on fait ce qui est à notre disposition pour pouvoir sauver les patients. Mais néanmoins, il y a beaucoup de patients qui sont sauvés par cette technique. Docteur, il y a beaucoup de patients qui sont sauvés par cette technique. Est-ce qu'on doit dire que dans les cliniques de la République démocratique du Congo, dans les hôpitaux de la RDC ou pourquoi pas parler de la capitale de Kinshasa, ce traitement est disponible? Affirmatif, d'autant plus que nous avons décidé de venir nous installer ici. Nous apportons au mieux ce que nous pouvons dans le domaine de neurochirurgie pour pouvoir mieux prendre en charge les Congolais. Donc nous ramenons presque tout le matériel que nous avions utilisé dans notre souci de soigner le Congolais au Congo par le Congolais comme en Europe. Parce que l'idée c'est que la neurochirurgie soit monnaie courante pour tout le monde afin d'éviter
que les patients puissent continuer à aller ailleurs pour se faire soigner. Et pourquoi pas éviter des séquelles qui peuvent justement découler de ce problème d'AVC. Docteur Trésor Massata, on poursuit cet entretien. On va continuer à parler de ce que vous faites pour pouvoir aider les patients qui peuvent rencontrer de problèmes neurochirurgicaux ici en République démocratique du Congo. Vous avez dit que le traitement est disponible dans les hôpitaux ici à Kinshasa, mais à quel coût? Est-ce que vous pensez que la population peut s'offrir cela dans nos hôpitaux? Évidemment, comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais la prise en charge neurochirurgicale coûte ce que ça coûte, évidemment. Je veux te rappeler encore que je suis très mal à l'aise de parler argent dans des plateaux de télé, mais on fait, avec nos voies et moyens, comment prendre en charge, surtout quand il y a urgence, au cas par cas. Mais là aussi, ce sera normalement au gouvernement de pouvoir rétablir le système d'assurance pour mieux prendre en charge nos compatriotes, parce qu'il y a beaucoup de morts évitables au Congo. Il y a des morts évitables, notamment grâce à cette pratique que vous proposez, cette dérivation, vous appelez le drain que vous placez dans le cerveau d'une personne malade, le Kubala. Est-ce qu'on peut connaître les avantages que cela apporte dans la prise en charge? Alors, le Kubala, et ce n'est pas que je suis en train de faire l'apologie de Kubala, parce que c'est moi qui l'ai ramené ici, c'est dans le souci toujours d'innover et de mieux prendre en charge le Congolais, a pour avantage avec les autres drains, c'est que ça coagule pas, ça se bouge pas, et ça draine le maximum de sang. Et ça sauve des vies. Par contre, à l'autre drain qu'on avait avant, ça se bouchait facilement, on était obligé de rincer. Et tout ça, avec beaucoup de manipulations, les patients s'infectaient et mouraient. Voilà là. Mais par contre, avec le Kubala, on évacue tout le sang. Les patients vont les voir, les spectateurs vont le voir, les téléspectateurs vont le voir en image, avec un bon rinçage ventriculaire et une bonne évolution dans la plupart des cas de nos patients. Le dispositif, il est inséré dans le cerveau et après on le retire ou bien on le garde toute la vie? Alors, la dérivation externe est retirée d'une manière générale après 7 à 10 jours dans nos conditions ici. Mais on peut le garder un peu plus longtemps. On le place juste pour évacuer les sons. Une fois que cette phase aiguë passe, on peut retirer ce drap. Docteur, depuis que vous aviez apporté ou vous avez commencé à prendre en charge des malades qui rencontrent ces genres de problèmes, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience ici en République démocratique du Congo? Est-ce que ça marche très bien? Et affirmatif, bon, on n'a pas une très grande expérience encore parce qu'on vient à peine de revenir et ramener cette technique. Jusque-là, on a opéré une affaire de 9 patients, on a sauvé 6. Donc, ça veut dire que c'est prometteur. Les 3 autres qu'on n'a pas pu prendre en charge, c'est parce qu'ils ont d'abord venu tard et puis il y avait un problème de drain et c'était un peu compliqué. C'était un problème de logistique et d'abord d'arriver à l'hôpital. Mais je pense que dans les jours à venir, ça s'améliorera parce que tout le monde y travaille pour mieux prendre en charge les Congolais, ici surtout souffrant des AVC. Tout le monde y travaille pour mieux prendre en charge. Qu'est-ce que vous demandez justement à d'autres neurochirurgiens qui ne connaissent peut-être pas cette pratique, à d'autres médecins qui évoluent dans la médecine interne et qui rencontrent des cas d'AVC hémorragique? Qu'est-ce que vous leur conseillez pour pouvoir sauver des vies de ceux qui rencontrent ce problème? Alors, aux différents internistes, aux différents cas, j'aimerais rappeler que les AVC hémorragiques, ce n'est pas une prise en charge exclusive de neurochirurgiens. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, on doit apprendre à travailler en équipe pour sauver des vies. Non pas pour notre propre gloire, mais pour sauver des vies. Alors, ce serait mieux d'associer les patients, d'associer les médecins, d'avoir les avis de tout le monde, comme ça se passe sous d'autres cieux, pour mieux prendre en charge les patients. Les neurochirurgiens, bon, je pense que tous les neurochirurgiens de la République ils connaissent la technique, mais ceux qui ne connaissent pas... Mais déjà qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas assez de neurochirurgiens. Une mégapole comme Kinshasa, docteur, est-ce que vous pensez qu'avec des cas des AVC qui deviennent de plus en plus récurrents, les neurochirurgiens sont disponibles pour pouvoir apporter leur expertise dans la prise en charge? Oui, c'est un vrai problème parce que le pays n'est pas encore très ouvert avec les spécialités, mais il y a beaucoup de professeurs et collègues qui y travaillent parce que je pense que dans les 5-10 années qui viennent, le Congo aura environ 20 à 30 neurochirurgiens qui sont en cours de formation. Mais pour ce qu'il en est maintenant, tous les neurochirurgiens travaillent d'arrache-pied pour mieux prendre en charge ces patients. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la technique, les drains sont disponibles, notamment dans le centre où nous travaillons, donc dans le centre médical de Kinshasa. Et dans les jours qui viennent, ça sera disponible aussi à l'hôpital général de Kinshasa parce que nous comptons ouvrir un nouveau service. Et là, nous lançons appel à toute personne qui aimerait bien venir participer à l'ouverture de ce nouveau service de neurochirurgie parce que c'est quand même grave
L'hôpital général provincial de Kinshasa, qui a autant d'années, n'a pas de neurochirurgien et n'a pas de service de neurochirurgie. Alors là, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir instaurer et disponibiliser ces drains, parce que pour l'instant, ce n'est que le centre médical de Kinshasa qui en dispose. Et dans les jours qui viennent, on va monter un service de neurochirurgie à l'hôpital général de Kinshasa. Et là, nous lançons l'appel à tous nos dirigeants et aux hommes politiques de pouvoir y mettre la main à la pâte pour ce service. Parce que c'est vraiment dommage qu'un hôpital, un grand hôpital parmi les plus grands du pays, ne puisse pas avoir ce service de neurochirurgie. C'est très, très grave. Et là, nous voulons travailler et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir mettre en place ce service. Le travail est dur, mais avec l'aide des autorités, je pense que ça... Mais à ce que je sache, docteur, il y a déjà un centre de neurochirurgie aux cliniques Ngaliema. Est-ce que ça sera différent ou ça sera, au fait, élargir la prise en charge des malades? Affirmatif, parce que l'idée, c'est de travailler sous forme d'épaule. Donc, comme il y a déjà un service de neurochirurgie à Ngaliema, on va créer un autre service au niveau de Mamaemo. Il y a déjà notre service aux cliniques universitaires. Et ensuite, on va travailler sur les privés, tout ça dans le but de mieux contrôler le pays et pouvoir mieux prendre en charge nos patients. Donc à Mamaemo, comme ça n'existe pas, depuis que Mamaemo est Mamaemo, nous voulons implanter à notre service dans des conditions internationales. Docteur, j'aimerais un peu revenir toujours sur la prise en charge. Vous parliez de dérivation ventriculaire, vous parlez des drains qui sont placés pour correctement prendre en charge ceux qui rencontrent ce problème d'AVC hémorragique. Est-ce que c'est le seul moyen de pouvoir sauver ces personnes ou bien il y a d'autres plateaux techniques qui sont présentés pour s'occuper de ces malades? Donc d'une manière générale, j'aimerais rappeler aussi que tout AVC hémorragique n'est pas chirurgical. Donc tout AVC hémorragique n'est pas chirurgical. J'insiste pour que tout le monde, tout le grand public puisse comprendre qu'il ne faut pas seulement opérer. On a des indications chirurgicales. C'est comme je l'ai dit, quand on a un hématome qui est corticalisé, je ne sais pas comment je peux dire en termes plus simples, un hématome qui n'est pas profond, justement, donc on peut l'évacuer. Et s'il y a une inondation ventriculaire, en plus, on peut mettre le drain. Le drain, il a deux possibilités, deux avantages. Il évacue l'hématome et avec ça, on peut contrôler la pression intracrânienne. D'accord? Mais il y a des patients qui ont des AVC, qu'on appelle des AVC capsulo-lenticulaires thalamiques, qui ne sont pas chirurgicales, qui sont traités médicalement, mais en collaboration avec les neurochirurgiens. Mais quand est-ce que la chirurgie s'invite, au fait, dans ces genres de choses? La chirurgie s'invite quand il y a inondation ventriculaire, quand c'est un hématome corticale. Aujourd'hui, de plus en plus, ça il faudrait le dire, la population congolaise est tentée à aller en Inde, ailleurs, pour une meilleure ou une bonne prise en charge des cas d'AVC et surtout pour les cas d'AVC hémorragique, docteur. Doit-on dire que le travail commence en amont avec les neurochirurgiens ici et après la personne pourrait être évacuée, ou bien la personne, lorsqu'il est, informé, ou bien la famille est informée que leur frère ou leur sœur est attaqué par un AVC hémorragique, on peut directement l'évacuer? Alors, le problème d'évacuation à l'étranger, moi, je peux le prendre dans plusieurs volets. Parce que le Congolais, on a un problème. C'est ça que j'ai remarqué et j'en souffre tous les jours. Beaucoup de Congolais, surtout ceux qui sont un peu nantis, ils font moins confiance à nos hôpitaux et surtout aux médecins congolais. Sur le plan neurochirurgical, aujourd'hui, ce qui ne se faisait pas il y a 10 ans est fait aujourd'hui au Congo. Moi, je pense que actuellement, avec l'expertise neurochirurgicale qu'on a, il n'y a pas de raison de transférer un patient avec AVC hémorragique à l'extérieur du pays. Actuellement, il n'y a pas de raison, parce qu'on a tous les moyens, tous les neurochirurgiens qui travaillent pour prendre en charge les patients. Il n'y a pas que les AVC hémorragiques, il y a les hernies discales. Si vous permettez, il y a une anecdote, c'est que j'ai opéré une dame en 2015 en France pour une hernie discale. Je reçois ici en 2018 son mari, même problème. En France, la dame ne m'avait pas posé de questions. Je l'ai opérée tout de suite, elle est rentrée. Et ici à Kinshasa, elle me pose millions de questions. Elle avait oublié que c'est moi qui l'avais opérée en France. Et quand je lui ai rappelé, elle avait honte et j'ai opéré son mari. Un problème de milieu. Exactement. Donc il y a ce milieu-là, il y a cette méfiance, je ne sais pas ça vient d'où. On va essayer de chercher un peu. Mais du moins, sur le plan neurochirurgical, j'aimerais rassurer l'opinion publique congolaise, que la prise en charge est correcte et se fait correctement ici au pays. La prise en charge se fait correctement ici au pays. Docteur, aujourd'hui, lorsqu'on rencontre ce problème, est-ce qu'on doit se référer
particulièrement dans une clinique. Et quels sont les conseils post-opératoires que vous donnez à ceux qui bénéficient justement de ces dérivations ventriculaires? Alors, dérivation ventriculaire, les patients, généralement, ils sont en coma. Quand ils se réveillent, on leur prodigue des conseils, surtout la surveillance de la tension artérielle, l'exercice physique. Il y a plusieurs autres conseils. On a un checklist, on a un petit livret qu'on remet aux patients. Mais surtout, quand vous êtes déclaré hypertendu, il faut continuer à suivre votre cardiologue. J'insiste à cela. Et surtout, même les diabétiques, ils ont des facteurs de risque de faire aussi des AVC hémorragiques. Donc, il faut bien suivre en charge votre hypertension et votre diabète. Donc, le cardiologue et le diabéto est très, très, très important. Docteur, aujourd'hui, lorsque on rencontre ce problème, est-ce qu'on doit se référer particulièrement dans une clinique, ou bien on peut aller dans tous les hôpitaux de Kinshasa? C'est ça le grand problème, mais nous sommes ouverts. On peut partir là où, de préférence, il faut aller là où il y a un scanner. Là où il y a un scanner, et tout le monde connaît les centres qui possèdent un scanner. Et nous, on est ouverts à recevoir des appels ou à intervenir dans différents centres, même là où nous ne prestons pas. Donc, mais de préférence, aller là où il y a un scanner. Et tous les centres qui ont des scanners, on le connaît. Tous les centres qui ont des scanners peuvent correctement prendre en charge leurs patients qui font de l'AVC hémorragique. Docteur Trésor Ngama-Sata, nous tendons vers la fin de cet entretien, mais dites-nous en quelques lignes, quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux-là qui vous suivent en ce moment et qui ont un frère peut-être qui a perdu la vie juste parce que la prise en charge n'était pas correcte, ou qui ont un cas dans un hôpital de la place et c'est un cas d'AVC hémorragique. Comment faire pour pouvoir sauver cette personne? Sauver cette personne, l'urgence est de mise d'abord. Il faut aller dans des bons centres, des centres agréés. En privé ou l'État, on a des centres qui prennent mieux en charge. Et notre numéro de téléphone est ouvert 24 heures sur 24 pour pouvoir nous appeler et recueillir notre avis. Donc, si vous avez un frère, une sœur à la maison qui a ce problème, il ne faut pas le garder à la maison, il faut l'emmener à l'hôpital. Justement, c'est à l'hôpital que les médecins vont bien le prendre en charge, que les médecins vont bien l'examiner et les médecins vont demander des examens appropriés. J'aimerais lancer un message encore à notre public d'avoir confiance à nos médecins. Nous qui finissons, qui quittons d'autres cieux pour revenir ici, d'abord ce n'est pas pour quoi que ce soit, moins encore pour l'argent, mais c'est pour mieux prendre en charge les Congolais dans leur pays. Parce que la médecine est ce qu'elle est maintenant. Et nous voulons apporter notre expertise dans cette discipline qui est la neurochirurgie, combien noble, surtout sur le plan international. Docteur Trésor Ngama-Sata, merci d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, encore une fois, vous êtes venu nous parler de votre expérience dans la prise en charge des AVC hémorragiques et surtout lorsqu'il y a vraiment un vaisseau qui s'éclate et qu'il faudrait sauver le malade. Merci de votre disponibilité. J'espère que la prochaine fois, vous aurez encore l'occasion de venir nous parler de vos multiples innovations dans la prise en charge de nos frères et de nos sœurs congolais. Merci beaucoup, madame. Prochainement, ce sera les innovations, opération rachis par le ventre. Ah, c'est déjà annoncé. Merci beaucoup, docteur. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Comment mesurer soi-même sa pression artérielle avec un tensiomètre? Installez-vous et placez-y l'appareil. L'avant-bras est posé sur la table et la paume de la main est ouverte vers le haut. Enfilez le brassard et placez-le à 2 ou 3 cm au-dessus du pli du coude, sans trop le serrer à hauteur du cœur. La plupart des tensiomètres manuels sont équipés des bandes de velcro pour maintenir le brassard sur le bras. Évitez de prendre votre pression après un stress, une angoisse ou une émotion intense. Quand vous êtes prêt, appuyez sur la poire pour gonfler le brassard. Pompez relativement et rapidement. Pompez jusqu'à ce que l'aiguille atteigne 180. Vous sentirez probablement une légère sensation désagréable. Relâchez l'air contenu dans le brassard. Faites sortir l'air du brassard en vous servant de la soupape d'échappement en le tournant lentement vers la gauche de manière régulière. Arrêtez-vous quand vous commencez à entendre de battements de votre cœur. Regardez en ce moment précis la juge du tensiomètre. L'aiguille doit descendre à un rythme de 3 mm par seconde. Il peut être compliqué de relâcher la soupape et tenir les stéthoscopes. Essayez de manipuler la soupape avec la main ou bras qui porte le brassard et de maintenir le stéthoscope avec l'autre bras. Pour comprendre les résultats, il faut avoir tout d'abord bien noté les chiffres qui vous concernent.
Votre pression normale systolique, premier chiffre donné, est inférieur à 120 et votre pression artérielle diastolique, second chiffre donné, est inférieur à 80. Pression normale élevée. Votre pression artérielle systolique, premier chiffre donné, est comprise entre 120 et 139 et votre pression artérielle diastolique, second chiffre donné, est comprise entre 80 et 89. Hypertension artérielle, premier stade. Votre pression artérielle systolique, premier chiffre donné, est compris entre 140 et 159 et votre pression artérielle diastolique, second chiffre donné, est comprise entre 90 et 99. Hypertension artérielle, deuxième stade. Votre pression systolique, premier chiffre donné, est supérieure à 160 et votre pression artérielle diastolique, second chiffre donné, est supérieure à 100. Hypertension artérielle sévère. Votre pression artérielle systolique, premier chiffre donné, est inférieure à 180 et votre pression artérielle diastolique, second chiffre donné, est supérieure à 110. Une fois les résultats interprétés, ne vous alarmez pas si vous voyez que votre pression artérielle est anormalement faible. Cette pression peut être permanente ou transitoire, occasionnelle ou fréquente. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais plutôt un symptôme même si vos mesures sont inférieures à 120 sur 80, pas de souci. Il est même possible qu'un résultat de 85 sur 55 soit considéré normal, si vous ne présentez pas de symptômes comme de vertiges et des évanouissements. Pensez tout de même à consulter un professionnel car il est important de se faire soigner si le besoin s'y présente. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.